Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Five, four, three, two, one, zero. All day. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est ce qu'on appelle un faux départ. On a eu un petit faux départ pendant le début d'émission. Donc ravi de vous retrouver pour une excellente un excellent programme ce soir en perspective. On va parler de la LNH avec notre match du jour, le match de la semaine. C'est son Dunkerque qu'on a choisi. Romain Ternal sera avec nous pour parler de ce match et de son équipe Cesson. On parlera des autres matchs de la 4e journée, notamment Toulouse-Montpellier. D'ailleurs, Toulouse-Montpellier nous amène à un débat ce soir. Vous en avez l'habitude, toutes les semaines, on fait plus ou moins un débat. Et le débat, ça sera suite au pari, à l'affaire des paris entre guillemets truqués. Est-ce que le championnat s'avère faussé avec les suspensions de certains joueurs, Montpellier décimé notamment, diminué. Donc on va essayer d'y répondre avec nos spécialistes. Et vous, chers auditeurs, vous avez pu déjà vous exprimer via Facebook en début de soirée, et puis on continuera avec vous le débat sur le chat. N'hésitez pas à lâcher vos impressions, vos commentaires sur ce petit débat. Le championnat est-il faussé? Donc voilà, Montpellier décimé notamment. Donc voilà, c'est assez important qu'on puisse réagir là-dessus. On parlera également de la Ligue des Champions, forcément, avec nos deux clubs engagés, Chambéry et Montpellier. Ça se passe pas trop bien pour nos deux clubs français. On parlera de la Coupe de la Ligue également. On parlera forcément de la Pro D2 avec Sébastien Mangin. Et on se retrouve toujours avec la fine équipe, Michael Illes qui prendra sûrement ses vacances du côté de Dunkerque, m'accompagne ce soir. Salut Mika. Salut, non merci pour Dunkerque, j'ai donné là, 4 jours, j'ai eu ma dose pour 5 ans. Vive le Nord, comme dirait l'autre. Benoît Perabou, un défait d'un petit but face à Ivry, face à Nantes, également présent. Dommage Benoît, et merci encore d'être là. Bonsoir à tous. Et je voulais, pour l'instant il n'est pas là, mais je voulais passer une petite musique. Pourquoi? Bah écoutez, après vous allez comprendre. Voilà, c'est un peu une version techno pour Stan Aguilar, notre compagnon de tous les lundis, n'est pas là actuellement. Pourquoi? Parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui, donc on le laisse en famille, tranquillement. Et puis on lui souhaite un heureux anniversaire de la part de toute l'équipe d'Andé et de toute la part de la famille un peu de RTS. Donc bon anniversaire, Stan! Voilà. Il y a de la technique dans Andé maintenant, en régie. Là, attention, là ça rigole plus là. Écoute, on va commencer par la LNH, tiens. On n'a pas encore Romain, mais ça ne saurait tarder. Donc on va commencer par les matchs de nos deux spécialistes. À commencer par, on l'a dit tout à l'heure, Benoît, défaite d'un petit but face à Nantes. Il a vraiment rien manqué, 23-22, ça s'est joué à peu de choses quand même. Ouais, c'est une défaite très frustrante parce que on a mené pendant pratiquement tout le match. Ils sont passés 3 fois devant, une fois à la fin de la première mi-temps, je crois, une fois à la 47e et la dernière à la 59e et 59 secondes. Donc du coup, très déçu parce qu'on avait fait un match assez consistant en défense. Et avec un très bon gardien de Tremblay qui a bien tenu la baraque pendant toute la première mi-temps, et c'est vrai qu'on repart avec 0 point alors qu'on méritait au moins un match nul. Qu'est-ce qu'il a manqué alors du coup à Tremblay? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Final Four pour que Nantes passe devant dans le Final Four? C'était une succession de petites erreurs individuelles. Il y a eu un tir un peu précipité parce qu'on a la balle dans la dernière minute, on tire un peu précipitamment et du coup on marque pas et on laisse une possession de balle assez longue pour Nantes. Il leur reste, je pense, 45 secondes. Ensuite, on prend une fois 2 minutes, donc on se retrouve plus qu'à 5 sur le terrain et on défend pas trop mal dans les dernières secondes, mais on n'arrive pas à arrêter le ballon ou à faire une grosse faute pour empêcher un tir. Et en fait, le tir est pris, il est un peu contré, le gardien est pris à contre-pied et la balle finit dans le but. Donc voilà, une petite succession de
de négligence, on va dire, qui a des conséquences assez importantes puisque on repart après un match assez plein avec 0 point. Ça fait un peu mal au moral, là, tout ça. Ouais, effectivement, c'est vrai que Tremblay, un peu avant-dernier presque de ce championnat, et pourtant, il manque pas grand-chose pour essayer d'engranger quelques points. Il y a aussi Aix-en-Provence qui se déplaçait à Ivry, et on a l'impression, Mika, que Aix-en-Provence c'est toujours la même chose. Ils font des bons matchs. C'est à deux doigts de passer, mais au final, bah, c'est toujours l'équipe adverse qui gagne. Exactement, tu as tout résumé. Et on est bien pendant 40-45 minutes et même 50 parfois. Et on arrive dans les derniers instants et on a la main qui tremble en attaque. On se fait passer un peu trop facilement en défense. On manque peut-être un peu de solidarité dans les derniers instants. Donc ça commence à être frustrant aussi, pour reprendre les mots de Benoît, parce que on fait des bons matchs certes, mais au compteur on est toujours bloqué à un petit point et on est déjà dans la zone rouge. Mais paradoxalement, il faut pas non plus se prendre vraiment la tête parce qu'on sait qu'on n'a pas eu vraiment les matchs les plus faciles. On a un début de championnat vraiment compliqué, donc il faut savoir faire le dos rond et continuer à travailler. Quelque part, c'est peut-être pas plus mal parce que si on avait dû jouer des matchs qui comptent vraiment trop vite, en étant peut-être pas encore prêt pour mener ces combats, on aurait peut-être perdu des matchs importants. Alors, on va prendre le bon côté des choses et se dire que ça nous laisse du temps pour travailler pour les matchs qui compteront pour le maintien. Benoît? Ouais, je voulais dire qu'il fallait juste qu'on fasse attention dans le choix de nos invités parce que la tradition s'est encore perpétrée. On a reçu Arnaud Siffer la semaine dernière et après il a gagné son match. Donc il va falloir qu'on choisisse un peu différemment nos invités pour pas qu'on les rencontre le week-end parce que là, ça commence à faire mal ces histoires. Ouais, effectivement, et d'ailleurs en plus le calendrier n'est pas encore facile pour vous, Mika, parce que vous recevez Chambéry, et après vous allez à Tremblay et à Saint-Raphaël, je crois, non? À Tremblay, non, à Nantes et à Et à Tremblay. Nantes, exactement. Donc ça va être D'ailleurs, je voulais demander un peu les clés tactiques à Benoît pour battre cette équipe de Nantes. Comment ils ont su rester dans le match aussi longtemps? Ouais, non, mais franchement, on a vraiment bien défendu. On était assez étagé quand Borja Fernandez n'était pas sur le terrain. Et ensuite, on s'est plus regroupé autour de lui avec une 6-0 un peu plus basse lorsqu'il était lorsqu'il est rentré en jeu. Et donc, c'est vrai que ça les a pas mal embêtés. Ils ont eu du mal à trouver cette relation fine entre Sayad et Fernandez, même si encore il a obtenu encore un certain nombre de pénaltys, mais malgré tout, on a quand même été plus ou moins performant dans ce secteur-là. Et après, je pense que c'est toujours le problème un peu offensif qui nous a manqué, mais ça, apparemment, vous n'avez pas de souci dans ce secteur de jeu, parce que vous marquez encore 28 buts ce week-end. Donc, Ouais. sachant que les auditeurs sur le chat sont plutôt optimistes, hein, pour Aix. Et mis à part forcément contre Chambéry, parce qu'il y a pas mal de supporters de Chambéry sur le chat, mais ils sont assez confiants vu le jeu déployé par Aix. On va tout de suite appeler Romain qui va être dans quelques secondes avec nous. Hop, le temps de faire une petite manip, hein, ça va aller assez rapide. Donc il y a pas mal de matchs, hein, notamment un Toulouse-Montpellier, on y reviendra. Saint-Raphaël, Paris Allô. Saint-Germain. Oui, voilà, on a Romain avec nous. Bonsoir Romain. Salut. Alors merci, Salut. merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Alors, Romain, la semaine dernière a été chargée, hein, pour Cesson. Match contre Dunkerque, vous êtes incliné d'un petit but. Et la Coupe de la Ligue contre Toulouse, pareil, vous inclinez de deux petits buts. J'imagine que c'est rageant, hein. Ouais, un petit peu. Ouais, bon, alors, on vient mourir à un but, mais cache un peu la forêt, quoi. Contre Dunkerque, on a vraiment, pendant 40 minutes, on a subi, on s'est vraiment fait défoncer. et eux, avec leur rotation, enfin, Casal, il fait 2-3 rotations, il fait rentrer Rambo et Hansen sur le dernier quart d'heure qui n'ont pas été très très bons et qui nous ont rendu pas mal le ballon. Donc c'est comme ça qu'on arrive à revenir. Et puis, bon, par contre, c'était différent. C'était accroché en 5 minutes.
Et ils ont réussi à faire un petit trou qu'ils ont gardé jusqu'à la fin. Et bon, pareil, même si on a la balle d'égalisation à 3 secondes de la fin, voilà, Toulouse a quand même été plus fort. Et Dunkerque aussi la semaine passée. En plus, il y avait en face de vous un Vincent Gérard qui garde les buts adverses assez impressionnant en ce moment. Ouais, toute la défense de Dunkerque est impressionnante. Même s'il manque les Grosco et Lamont, franchement, leur 06, elle est ultra costaud, elle bouge bien, elle te coupe toute ta circulation de balle, t'as pas le temps de t'imprimer, ça pose un défi physique pendant 1 heure qui est assez costaud, quoi. Donc, et nous, on n'a pas réussi à contourner ça, et les rotations nous ont pas permis non plus voilà, on est un peu tous passés au travers individuellement, à part Jérémy Suti sur la fin du match, lui nous permet de revenir un petit peu. Derrière, on a quand même été en difficulté. Parce que mis à part le début de championnat, alors c'était contre Paris, Cesson n'est vraiment pas ridicule, hein, victoire contre Créteil, un nul à Célestat, là vous échouez d'un rien face à une belle équipe de Dunkerque qui est quand même vainqueur du trophée des champions, donc c'est plutôt un début de championnat satisfaisant. L'objectif, c'est pour nous, on va figurer dans la deuxième partie de championnat. Les 6 premiers, ils sont quasiment intouchables. C'est de finir au plus haut des 8 qui restent derrière, quoi. Donc forcément, Créteil, c'est un adversaire direct. Célestat, c'est un adversaire direct aussi. Donc il fallait qu'on prenne des points. On l'a fait contre Créteil, on a bien réussi. Contre Célestat, c'est toujours super compliqué d'aller jouer là-bas, avec une ambiance de feu. Et même si on est un peu en travers de la gorge parce qu'on mène toute la première mi-temps et puis on a un gros passage à vide pendant 20 minutes, on marque pas de but, de revenir avec un point, on reste quand même dans les objectifs, dans nos objectifs, quoi. Après, on a quand même joué sur les matchs de championnat à Paris, Dunkerque, et voilà, ça fait pas partie de notre monde handballistique pour le moment, même si pour être dans les objectifs qu'on veut, c'est-à-dire être entre la 7e et la 9e place, il va falloir qu'on fasse un coup sur justement un de ces 6 potentiels premiers pour réussir à finir entre la 7e et la 10e place, quoi. Benoît? Oui, Romain, vous avez là une équipe, c'est la meilleure équipe de Cesson que vous avez jamais connue. Et pourtant, tu nous parles d'objectifs entre 7 et 9. Alors, qu'est-ce qui manque exactement encore à Cesson pour justement se hisser dans on va dire la charrette des 6 premiers? Du temps parce que nous, on est encore un jeune club et qui financièrement n'a pas forcément de gros moyens. Si on passe d'une année à dire on joue le maintien, il faut absolument qu'on se maintienne. Même si on finit 12e, c'est très bien, à une année où on se dit il faut qu'on se maintienne, mais on essaye de faire mieux que l'année passée. Je pense qu'on est dans les clous et qu'on avance progressivement, quoi. Il faut pas brûler les étapes. Et puis cette équipe, elle a quand même besoin, même si c'est vrai que tous les joueurs qui sont arrivés cette année à Cesson sont tous de qualité, voilà, ils ont tous une expérience de D1, ils ont tous déjà prouvé dans leur club qu'ils pouvaient tenir un rang quasiment pendant 1 heure. C'est aussi compliqué de faire rentrer tout ça et de se dire bon voilà, maintenant on a un système avec des rotations, des joueurs tous les postes sont doublés et il faut qu'on se relaie mutuellement pour avancer, quoi. Donc en fait ouais, pardon, vas-y. Ouais, je pense vraiment que les 6 premiers sont vraiment intouchables, quoi. Entre les Montpelliérains, les Parisiens, les Chambériens qui ont vraiment des équipes super costauds, Dunkerque, Nantes et Saint-Raphaël qui, pareil, leurs équipes n'ont pas trop bougé, ils ont vraiment de l'expérience. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, quoi. Après, tout peut arriver, hein, si on n'est pas blessé, si d'autres équipes luttent un petit peu, ont des blessés, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que raisonnablement, entre la 7e et la 9e place, on devrait être dans les clous, quoi. Donc en fait, maintenant, l'entraîneur a des problèmes de riches, en fait. C'est exactement ça. C'est que... alors après, je pense que c'est vrai, c'est compliqué pour lui de le gérer, parce que si vous avez regardé les spécialistes la semaine dernière, comme il posait la question à Gardan en disant comment tu fais pour gérer autant de mecs que tu as sur le terrain, est-ce que c'est les meilleurs qui jouent et puis les autres ils attendent au risque d'en perdre, ou est-ce que tu les relais? Là on est un petit peu en train de se chercher aussi comme ça, parce que c'est vrai que tous habituellement on jouait entre 40 et 50 minutes par match, et que maintenant le temps de jeu il faut qu'il soit divisé. Potentiellement on est quasiment, on a un groupe
vachement moyenne, quoi. Et enfin, le but du coach, à mon avis, et ce qu'on ressent depuis le début de saison, les rotations doivent nous amener à mixer physiquement et du coup à prendre avantage sur les adversaires qui ont peut-être un petit peu moins de banc. Et voilà. Mais c'est vrai que là, les 2 derniers matchs qu'on a pu produire, ça n'a pas servi du tout parce que c'est bien au contraire. Déjà, ceux qui ont commencé sur le terrain n'étaient pas forcément top et ceux qui étaient amenés à les relayer n'ont pas été bons non plus. Donc, il faut encore que la mayonnaise prenne. Le groupe vit bien et puis même les joueurs, tous, ils ont des ambitions personnelles un petit peu plus élevées que ça. Pour l'instant, ça, c'est les objectifs du club. Après, nous, si on peut aller gratter autre chose, on le fera, quoi. Alors une petite question du chat, hein, Romain, qui vous demande un peu l'apport de Igor Anic. Bah, Igor, ça nous permet d'avoir une deuxième défense. Que l'année dernière, on défendait quasiment qu'en 3-2-1 de zone, et puis de temps en temps, par défaut, en 0-6, comme vraiment on prenait l'eau pour essayer de changer. Là, le fait d'avoir Igor et Mej, on a 2 gros 3 et qui a du poids sur le 0-6, donc déjà ça nous amène une rotation. Et puis en attaque, c'est pareil, il fait souffler Mathieu, ou il prend la place Mathieu, pareil, parce que l'année dernière, on avait un pivot réellement de métier, donc si tu te pètes un pivot derrière, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'il nous apporte plus de poids à l'intérieur. Alors Mathieu, on a 2 pivots vraiment différents, ce qui fait que c'est pareil, il y a une alternance en fonction des équipes qu'on va retrouver. Igor sera plus un profil de bon gros bébé à poser des blocs et à bien couper une défense avec une bonne prise de balle, et Mathieu sera plus un petit renard de surface à aller choper des ballons un peu partout. Donc ça amène de l'alternance. Puis il n'est pas arrivé dans l'idée de, voilà, avec tout le palmarès qu'il a, il est arrivé en disant de toute façon, dans chaque équipe où j'ai toujours été numéro 2, voire numéro 3. Donc je me revendique rien du tout, j'ai envie de gagner du temps de jeu et j'ai envie, pourquoi pas, d'arriver en équipe de France. Donc il est vraiment arrivé avec beaucoup d'humilité et c'est le premier à bosser super dur. Et voilà, il vers le haut, et lui aussi a des ambitions personnelles qui sont importantes et qui fait que voilà, tout le monde du coup a envie aussi de se hisser à son niveau, ou du moins d'accrocher le ballon pour aller le plus haut possible. Ouais, bon état d'esprit, hein, d'Igor Anic. Prochain match contre Nantes avant d'enchaîner 2 déplacements très périlleux, hein, Saint-Raphaël et Toulouse. Alors j'imagine que le match contre Nantes, c'est victoire obligatoire. Mais c'est-à-dire que là, donc on est passé sur une autre, on a fait les 3 premiers matchs, on Paris, Créteil et Célestat. Il fallait qu'on accroche au moins 3 points, ce qu'on nous avait demandé. Donc on a réussi, et là on a 3 autres matchs. Donc on a commencé avec Dunkerque, Nantes et Saint-Raphaël, qui sont pareil, 3 matchs qui vont être super durs parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans les 6 premiers. Voilà, je pense qu'on retrouvera ces 3 équipes-là. Et nous, il faut qu'on fasse un coup, encore une fois, sur ces équipes-là, pour essayer d'accrocher cette 7e ou entre la 7e et la 9e place. Et c'est vrai qu'à domicile, ça sera plus facile que d'aller chercher les points à l'extérieur. Et puis le derby, c'est toujours un contexte particulier contre Nantes. Donc, c'est pas victoire obligatoire, mais ça serait vraiment très très bien de faire un coup ce week-end, d'autant plus qu'il y a la télé, il y a la télé qui vient et que c'est la première fois à Cesson, donc voilà. Et puis il faut aussi qu'on sorte de cette spirale négative, parce que Cestas, je pense qu'on avait moyen de revenir avec 2 points. Dunkerque, on a vraiment sous-joué et c'était vraiment pas bon. Contre Toulouse, on a retrouvé un petit peu d'allant, mais là il va falloir qu'on renoue un peu avec la victoire, ou tout du moins avec une grosse performance. Voilà. Alors, Attends, Lusa, je voulais juste demander, tu parles de derby. En tant que Breton, est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne, quoi? C'est le derby parce que c'est à une centaine de kilomètres. Moi déjà, cette derby, si tu veux, moi je suis pas breton à la base, et à Nantes, je pense qu'il reste plus un Nantais. Non plus, Ouais. un Nantais. Donc voilà, cet esprit a été un peu perdu. Par contre, c'est vrai que pour les supporters qui ont tendance à transférer avec le foot, le Stade Rennais Football Club et le FC Nantes, ça a toujours été la guerre de tranchées. Donc maintenant que t'es première division de foot, ça s'est un peu retranscrit au handball, quoi. Les dirigeants aiment bien s'envoyer des pics, les 2 coachs aiment bien se pourrir un petit peu. Donc il y a ce petit goût pimenté, épicé qui est sympathique, surtout que l'année dernière ça avait fini
un peu. Voilà, ça s'était un peu durci, mais voilà, il y a beaucoup de respect entre les deux équipes, et c'est vraiment toujours des matchs qui sont vraiment super sympas à jouer, quoi. Alors, Romain, à titre personnel, vous entamez votre 6e saison, hein, du côté de Cesson. Au niveau contractuel, vous en êtes où? Moi, il me reste c'est ma dernière année de contrat, là. Et des envies d'aller voir ailleurs? Ouais, enfin, d'aller voir ailleurs. Pas d'aller voir ailleurs, mais de De- passer un hein, cap au-dessus, quoi. Moi, je viens de la D2 et du Nord, Villefranche. de Villeneuve d'Ascq, exactement. J'ai toujours gravi les échelons petit à petit. Et voilà, si ça continue à grandir d'un coup et à avoir des envies, par exemple, de jouer une Coupe d'Europe ou un truc comme ça, bah, je vois pas pourquoi je m'en irais. Maintenant, si j'ai l'occasion d'avoir mieux vite, forcément que voilà, j'aimerais bien passer un cap de nouveau. Maintenant, on verra bien comment ça se passe. Et puis, voilà. Alors, un petit mot quand même, parce qu'on a pas mal parlé de Montpellier avec certains joueurs qui avaient un peu levé le pied face à Cesson, mais on parle pas beaucoup de Cesson, parce que j'imagine que vous, en tant que joueur, vous êtes piqué au vif dans votre orgueil et on vous enlève un peu l'exploit que vous avez fait, quoi. Ouais, faut aller très vite parce que là-dessus, normalement, on n'a pas enfin, le club nous a interdit de communiquer là-dessus parce que voilà, ils sont partie civile et que y a toute une machine judiciaire qui s'est mise en route. Bon, après, c'est vrai que nous, joueurs, ça nous touche. Alors, peut-être un peu moins ceux qui sont arrivés cette année, mais les autres. Parce que comme je le disais dans le journal local, là, c'est à gagner contre Montpellier, ça arrive souvent dans une vie de handball, surtout quand tu es dans un club comme ça. Nicolas Lemon, après le match, disait, ma 11e année de je sais pas, j'ai gagné une fois contre Montpellier. Donc, tu imagines un peu le ressenti que ça peut faire en tant que joueur de vivre ça, d'autant plus que c'était aux libertés de personne, et qu'en plus de ça, tu t'obtenais ton maintien là-dessus, quoi. Donc t'avais quasiment, c'était la cerise sur le gâteau, voire plus que la cerise sur le gâteau. Et 4 mois après, on te retire ça, quoi, en disant, alors j'en ai tout en une équipe de Cesson, une équipe. Donc on dit que Cesson est une équipe qui joue la deuxième partie de tableau, qui joue son maintien, quoi. Mais qu'on nous fasse passer pour des peintres et des mecs qui auraient jamais pu faire un résultat contre Montpellier, ça me demande pas, parce que tu bosses et tu sues sans et autour pour finalement rien, quoi. Et puis bon, après une fois tu dis que voilà, il y a tellement de spécialistes qui veulent tout connaître, surtout que c'est pas très mal gêné en fait. Je me suis rendu. Un petit souci technique, hein. On va rappeler tout de suite, hein. Vous avez pu entendre un peu le petit problème de son avec Romain. Donc voilà, c'est parfait. Hop. Voilà, un petit souci, vous avez pu comprendre aisément. Donc on va rappeler vite fait Romain pour qu'il finisse un peu de débattre. On avait Allô? voilà, Romain est de nouveau Ouais, parmi nous. Désolé, on a eu une petite, on a une été petite, coupé. une petite coupure, donc on a bien compris que vous ne pouviez pas trop communiquer, mais c'est vrai que bah, en tant que professionnel, c'est vrai que vous avez obtenu votre maintien et qu'on vous enlève ça, enfin entre guillemets, hein, parce que rien n'est fait non plus. Il n'y a rien de prouvé encore, donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Et d'ailleurs, avant de vous remercier, Romain, on a un petit débat en deuxième partie, c'est justement suite à toutes ces affaires. Est-ce que le championnat est faussé avec un Montpellier diminué? Quel est votre avis, Romain? Euh, je sais pas. Vu comment Canaillé a réagi et comment j'ai l'impression qu'il a l'ambition de réussir quelque chose avec le peu de moyens pour une fois qu'il va peut-être avoir, si jamais il peut vraiment pas récupérer ses 5 joueurs. Et connaissant Montpellier, la force de caractère que peuvent avoir les jeunes, je les avoue pas vaincus, franchement. Alors pour première place, ça va sûrement être difficile parce que Paris est vraiment au-dessus du lot et vraiment costaud. Mais après, je les vois pas lâcher comme ça et ça va être difficile d'aller jouer à Montpellier parce qu'en plus là, il y a un espèce d'engouement qui se crée autour du club comme s'il fallait sauver le soldat Montpellier, qui à mon avis va leur servir. Donc non, pas faussé. Par contre, c'est vrai que ça va donner
enfin, on va traîner cette casserole pendant longtemps, je crois, avec cette mauvaise image, avec encore une fois tout ce que les médias audiovisuels ont pu montrer et ont pu abuser à coup de montage sur montage. Voilà, ça va peut-être pourrir un peu le championnat. Après, à l'intérieur même, je suis pas sûr que Montpellier lâche vraiment l'affaire. C'est vrai que vous êtes peut-être un peu surpris par toute l'ampleur qu'a pris cette polémique, quoi, en fait. Ce que je te disais quand ça avait coupé, c'est que le plus choquant pour nous, bon, c'était bien sûr de passer pour des peintres et des mecs qui auraient jamais voilà, une équipe médiocre. Et ça, c'était bon, la rage que tu avais au début. Et puis après, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais je comprends maintenant les footballeurs ou vraiment les grosses stars du sport professionnel, c'est on peut te faire dire tout et n'importe quoi en deux coups de caméra, quoi. Et vraiment, ils ont eu un espèce d'acharnement, comme si le handball était trop propre. Et à mon avis, ouais, on le faisait passer pour un sport trop propre parce qu'il arrive aussi des choses bizarres dans les clubs de handball dont on parle pas. Mais cette sous-médiatisation qu'on a eue pendant un moment, et notamment par France Télévisions, parce que ce qu'ils ont sorti sur Stade 2 et tout ça, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse et scandaleux. Et d'un coup se jeter comme s'il y avait une faille et qu'il fallait plonger dedans et bien tourner, bien remuer, parce que ça allait faire du buzz et que ça allait faire parler. J'ai vraiment trouvé ça scandaleux pour toute la famille du handball qui, elle, avait rien fait et qui gardait encore ces valeurs-là et qu'on a un peu traîné dans la boue, quoi. Donc ça, on va le garder, à mon avis, un bon moment. Ouais, effectivement. Benoît? Oui, non, j'ai écouté les paroles, mais c'est pour toute une autre raison. J'ai vu avec joie que Nicolas Lehmann avait réintégré le groupe professionnel et cet été, les nouvelles n'étaient pas très rassurantes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son état de forme? Ouais, c'est vrai que Nico, il a bien galéré pendant un mois. Il est revenu, il devait pas se faire opérer, puis il s'est fait opérer. Et c'est vrai qu'après l'opération, on n'était pas non plus très serein parce qu'il a mis un peu de temps à revenir. Et là, bon, voilà, je pense qu'il joue toujours avec des douleurs. Mais tu connais bien Nico, hein, Benoît, un mec qui lâche pas grand-chose. Et qui, quand il a un truc dans la tête, il l'a pas ailleurs. Et il a fait une bonne rentrée contre Dunkerque. Là, contre Toulouse, il a été bon aussi. Et à l'entraînement, pareil. Et il a que 2 matchs dans les jambes. Donc ça laisse présager une bonne suite. Et je pense pas encore à la fin pour tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il va mieux et c'est encourageant. Alors, Romain, on a quand même une petite tradition dans l'émission, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un invité le lundi, il gagne son prochain match. Ça s'est encore avéré avec Arnaud Siffer, qui a gagné, malheureusement pour Ben. Au détriment de Tremblay, exactement. Voilà. Donc maintenant, on fait attention dans le choix des invités, tu vois, on est obligé. C'est très bien. Mais écoute, ça me ferait bien plaisir parce que, en plus, Nantes, si tu veux, on ne les a jamais gagnés en championnat. Les seules fois où on les gagne, c'est en match amical. Et je commence à en avoir marre que Rock-Rio, à chaque fois, me le fasse remarquer à la fin des matchs. Donc, j'espère que vous allez nous porter chance. Bah, on l'espère tous, Romain. Merci d'avoir été avec nous, c'était super sympa et on espère avoir vos nouvelles concernant votre avenir aussi, à Cesson ou ailleurs. Et j'espère que ça sera sur RTS. Un dernier petit service, Romain. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, Romain Ternel, bienvenue dans Handé? Ici, Romain Ternel, bienvenue dans Handé. Parfait. Merci, Romain, et puis passez Merci à vous, une quand vous excellente voulez. soirée. Merci bien, Romain. Merci Salut. bien, ciao, ciao. Ciao. Donc voilà, c'était Romain Ternel avec nous, et c'était super sympathique de l'avoir. On s'excuse pour les petits soucis de son. Ça a été mieux, Benoît m'a sauvé un peu la mise en off pour un terme technique. Donc voilà, je vais pas vous raconter non plus ce qu'on fait, parce que là, vous imaginez pas, on passerait toute l'émission. On va continuer un peu cette LNH. On parlait justement de Toulouse, Montpellier, et Toulouse a vécu une mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est l'absence de Jérôme Fernandez, notre parrain, et un peu, voilà, s'il y a un excellent joueur du côté de Toulouse, c'est bien lui, le capitaine de l'équipe de France, qui sera out pendant à peu près 2 mois pour une fracture du pouce. Donc on lui souhaite un bon rétablissement à notre parrain, et c'est vrai que ça va être une perte très dure, hein, Mika, pour cette équipe de Toulouse. Hein. Bah, vu le début de saison canon qu'il fait, c'est sûr qu'il était vraiment important. Je sais que nous, s'il n'avait pas été là au match aller, on se serait sans doute imposé. Maintenant, ils perdent Jérôme Fernandez, mais ils récupèrent leur recrue qui n'avait pas été validée par la LNH.
Donc je pense qu'ils ont encore des armes pour se battre. Je sais pas exactement le calendrier qui les attend, mais je pense que c'est dommageable, mais ils peuvent quand même s'en sortir avec les joueurs qui restent. Paris Saint-Germain-Toulouse, le prochain match. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'à Toulouse, quand Jérôme Fernandez n'est pas là, les autres sont meilleurs. J'ai l'impression qu'il se repose peut-être un peu trop sur lui quand il est là. Perte préjudiciable, hein, Benoît, à Toulouse qui s'impose quand même face à Montpellier 34-29, mais prochain match, comme on l'a dit, c'est Paris, hein. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est pas faux sur ce que disait Mika. À la fois, quand Jérôme Fernandez, c'est sûr que c'est l'élément clé et moteur de cette équipe, mais quand il n'est pas là, au moins, les joueurs à côté prennent un peu plus de responsabilités. Et des fois, ça, voilà, ça laisse de bon augure aussi sur certains matchs. Après, là, ça va être une longue absence, donc dans la durée, je suis peut-être un peu moins optimiste, mais c'est vrai que sur certains matchs, des joueurs comme Angelkovic, qui devient un très bon passeur, mais ne prend plus aucune responsabilité au tir, ce sera peut-être obligé de se sentir, voilà, peut-être obligé de porter un peu plus le danger sur les équipes adverses. Mais c'est sûr que ça tombe très mal parce que voilà, ils récupèrent deux joueurs qu'ils n'avaient pas eu depuis le début de la saison. Donc là, ils pouvaient à nouveau repostuler pour des places honorifiques. Et là, du coup, ils se retrouvent de nouveau handicapés d'un joueur et pas n'importe quel joueur. Donc ça risque d'être encore une situation délicate pour eux. Bah, on va bien voir hein, comment on va gérer cette équipe de Toulouse, l'absence de leur capitaine Jérôme Fernandez, je vous le rappelle, à août 2 mois pour une fracture du pouce. Décidément, il n'a pas de bol hein, avec ses doigts, Jérôme. Il y a également quand même deux équipes qui sont en forme hein, dans son championnat. Forcément, Paris Saint-Germain qui s'impose 35-29 face à cette équipe de Saint-Raphaël. Et bah, il continue, PSG, j'ai envie de dire, Mika, et j'ai l'impression qu'ils sont pas prêts de s'arrêter, hein. Ouais, non, c'est vraiment costaud, hein. On n'en doutait pas parce que voilà, quand il y a l'argent et qu'on peut recruter des joueurs de cette renommée internationale, on sait que forcément, sur la durée, ce sera performant. Maintenant, ils arrivent à être performants vite, Ouais. avec peu de travail collectif. Donc, non, c'est d'autant plus intéressant pour la suite quand ils vont commencer vraiment à se connaître, à avoir des affinités de jeu. Ça va vraiment devenir une équipe compétitive pour les compétitions européennes et c'est une très bonne chose pour le championnat de France. Avec Benoît, un Luc Abalo qui plante but sur but. Je crois que face à Saint-Raphaël, il est à 9. Et encore là, en coupe de la Ligue, il est pareil à 8-9. Et bah, il déchire quand même, hein. Ouais, il est pas mal ce petit joueur. Je sais pas s'il est en équipe de France, mais peut-être bientôt il y sera parce que c'est un bon joueur. Ouais, Alors, il plante, mais il vendange pas mal aussi, hein. ouais. Ouais, mais c'est son jeu, il est tellement à Voilà. risque qu'il va tellement dans l'extrême des fois du show que. Mais c'est sûr que voilà, pour avoir vu le match contre Saint-Raphaël, la première mi-temps a été presque à la perfection. Ils ont vraiment déroulé leur jeu et ont été efficaces de partout autour d'une très bonne défense. Après, en deuxième mi-temps, Saint-Raphaël leur a posé un peu plus de problèmes par une défense étagée. Et là, justement, ça a donné plus de liberté à Abalo qui s'est pas gêné pour continuer son show, justement, et mettre un maximum de buts. Elastic Man, voilà comment on l'appelle sur le chat. On va parler aussi de cette équipe de Chambéry qui jouait Billière, encore la pauvre équipe de Billière qui rencontre aussi des difficultés dans ce championnat. Chambéry s'impose 27-22, la logique est respectée, mais ça a été plus difficile que prévu, hein, Mika, quand même, ce match-là, hein. Bah écoute, je peux pas t'en dire tant que ça parce que je Ça- l'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est surprenant que Billière arrive à tenir la dragée haute à Chambéry chez eux. Donc ça, c'est sans doute de bon augure pour Billière aussi. Alors maintenant, comme nous, ils font des bons matchs, mais pour l'instant, ils ont pas de points. Donc il faut qu'ils continuent à travailler et peut-être ça va finir par leur sourire. Alors c'est vrai que j'ai un peu suivi le live de Chambéry-Billière. C'est vraiment sur les 5-10 dernières minutes que Chambéry a fait le forcing. Autrement, c'était bien serré. Benoît, est-ce qu'on peut espérer des jours meilleurs pour le promu Billière?
Bah ouais, c'est sûr que s'ils commencent à un peu mieux s'expatrier de leur terre, qui normalement, voilà, chez eux, faisait partie des forteresses, si maintenant même à l'extérieur ils commencent à devenir plus performants, on peut espérer que d'ici quelques temps ils réussissent à récupérer quelques points. Je crois qu'il y a le gardien qui avait fait, qui a eu une partie, hein, une période un peu de chauffe, et du coup ça a un peu équilibré les débats, et ensuite la machine chambérienne a fait la différence sur la durée. Mais écoute, on va les jouer bientôt, donc j'espère qu'ils vont pas encore en prendre d'ici là et qu'après ils commenceront vraiment leur saison. Mais pour l'instant, on peut dire que d'aller faire que de 5 buts à Chambéry, connaissant Chambéry. Après, après, il y avait le contexte aussi par rapport à leur préparation du match de Coupe d'Europe. Est-ce que le match de Coupe d'Europe était déjà pas un peu dans les têtes des Chambériens et que ce match-là, ils l'ont pris un peu peut-être pas de la bonne façon et ça a duré un petit peu en suspense parce que ils n'étaient pas voilà, spécialement concentrés sur une grosse performance de leur part. Donc peut-être aussi ce petit temps pour mettre le véritable écart dû à leur implication dans ce match. Mais ça, à voir, c'est que des suppositions, j'ai aucune certitude là-dessus. Alors un peu de chambrage hein, sur le chat pour toi Mika, c'est Muriel qui nous dit tu la verras mercredi la machine chambérienne. Voilà. Donc la machine à laver ça te secoue dans tous les sens. Voilà, ça c'est Ouais, Flo. ils sont un peu fatigués quand même. Ils ont Ligue des enchaîné beaucoup de Champions. matchs là. Ils ont joué en Ligue des Champions 2 fois. Ils ont joué mercredi comme nous. C'est peut-être le Donc bon moment. là, en plus, ils sont rentrés aujourd'hui. Demain, ils vont devoir refaire enfin, demain ou après-demain, ils vont devoir refaire le voyage pour venir à Aix. Donc, s'il y a un moment pour les prendre, c'est peut-être maintenant. En plus, avec ce petit déficit de confiance qu'ils ont avec la Ligue des Champions, les joueurs peut-être un peu jeunes sur lesquels on tire, comme Nguessan, qui commence un peu à se fatiguer. Nyoka, s'il est dans un mauvais jour, qui peut nous faire des cadeaux. S'il est dans un bon, qui peut nous assassiner. Donc, il y a beaucoup de données sur ce match et on le prend pas à la légère. Ouais, j'imagine bien. Hein. Aix-en-Provence, Chambéry, c'est le 13 octobre, me semble-t-il. Donc, un gros match en perspective. Le dernier match de cette quatrième journée dont on n'a pas parlé, c'est Créteil-Célestat. Victoire de Célestat, 25-28. Bah, c'est ces deux équipes qui ont du mal dans son championnat. On ne sait pas trop comment les situer, mais c'est quand même une belle perte de Célestat, Benoît. Hein. Ouais, ouais, c'est franchement après la victoire de Créteil à Billard, je pensais qu'enfin Créteil allait pouvoir enchaîner un certain nombre de victoires et j'ai été assez surpris justement de voir Célestat s'imposer là-bas. On sait Célestat très fort à domicile, mais peut-être s'exporte un peu moins à l'extérieur et d'avoir pu gagner à Créteil, j'ai été assez surpris de ce résultat. Donc écoute, ça fait partie des surprises de la journée, donc tant mieux pour Célestat et toujours beaucoup d'inquiétude pour cette équipe de Créteil. Alors, je vous rappelle que dans ce championnat, deux équipes seulement sont invaincus. Paris Saint-Germain et Chambéry, et ils sont 4 victoires sur 4 matchs avec 8 points. Suit Dunkerque avec le match nul et à un petit point de Chambéry et de Montpellier avec 7 points. Toulouse, Ivry sont pas trop mal placés. Un bon début de match, bon début de championnat pour Ivry et Toulouse, 5 points. Et les trois derniers, malheureusement, Tremblay, Aix-en-Provence et Billère. Mais bon, le calendrier n'a pas été facile pour vous. Donc Mika me dit en off, c'est pas le 13, c'est le 10 finalement. C'est mercredi, car Ligue des Champions oblige. Mercredi, ça sera Aix-en-Provence, Chambéry. Et notamment, il y aura deux gros matchs, Montpellier-Saint-Raphaël, qui sera vraiment important. Voir un peu comment les Montpelliérains réagissent. Et Paris-Saint-Germain-Toulouse. Voilà, on en a fini avec la LNH. On va passer maintenant à notre débat du soir, justement. On parlait de cette équipe montpelliéraine avec cette histoire de paris truqués. Est-ce que le championnat est faussé avec les suspensions de certains joueurs? Alors, on vous a déjà posé la question sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous avez été nombreux à nous répondre. Je vais en citer quelques-uns. Le temps pour moi, quand même, de passer la question à Michael. Alors, est-ce que tu crois que ce championnat est faussé? Est-ce que Montpellier va vraiment laisser des plumes dans cette histoire-là? Mais bien sûr qu'il va y laisser des plumes. Maintenant, championnat faussé, certainement. Après, ça fait partie
des choses à gérer quand on a un club, même si le club n'est pas responsable de ce qu'a fait ses joueurs. J'ai envie de dire, est-ce que l'arrivée des Qataris à Paris a faussé le championnat? Oui et non, ça fausse le championnat parce que ça fait une équipe qui passe d'un budget de 2 millions à une équipe qui a un budget de 9 millions. Mais c'est comme ça, c'est la gestion d'un club. Donc c'est une épreuve difficile pour Montpellier, mais les joueurs font partie intégrante du club et ils ont fauté. Et c'est sûr que ça va jouer sur cette saison. Alors maintenant, ça va jouer sur le début de saison. Je pense que ça peut leur coûter le titre parce que Paris et Chambéry sont partis pour pas laisser beaucoup de points en route. Maintenant, en Ligue des Champions, on sait que c'est avec ces histoires de poules, la première phase de la Ligue des Champions s'étale sur un petit moment. Donc, ils pourront toujours prétendre à faire les huitièmes de finale. Mais c'est sûr que ça, comme l'année dernière, ils risquent de se prendre une grosse équipe en huitième. Donc, mais s'ils avaient une équipe soi-disant taillée pour gagner la Ligue des Champions, prendre une grosse équipe en huitième, ce serait un bon test. Donc, saison un peu gâchée, à eux de faire en sorte que ce soit une saison de transition pour pouvoir repartir d'un meilleur pied la saison prochaine. Alors, quelques petites réactions, hein. Julie sur nos pages Facebook nous dit je pense qu'effectivement le championnat est faussé. Montpellier ne joue plus à armes égales, injustement. Pourquoi Bojinovic et Orubia n'ont pas les mêmes pénalités que les autres alors qu'ils sont accusés des mêmes faits? Benoît, c'est une bonne question. Moi, je voulais juste répondre déjà au débat. Moi, je pense qu'il est complètement faussé parce qu'on n'a pas du tout joué la même équipe de Montpellier qu'à l'heure actuelle. Et Effectivement. nous, on a été perdre à Montpellier avec une équipe encore largement complète. Et j'aurais bien aimé avoir joué l'équipe de Montpellier actuelle. Je suis pas sûr qu'on aurait gagné là-bas, mais je trouve par rapport à ça que il est faussé dans la mesure où voilà, l'équipe qui a commencé le championnat et l'équipe actuelle N'est pas la même. n'est pas du tout la même. Et là, les équipes commencent à prendre des points contre Montpellier alors qu'avant ça paraissait impossible. Et donc, par rapport à ça, moi, oui, je pense que, au moins par rapport à nous, déjà, le championnat est faussé, oui, ça c'est clair. Au Est-ce moins. que, est-ce que, est-ce Et concernant Ouais. la question que tu me posais, alors après, je sais pas exactement les termes par rapport à- parce que je crois que tous ces joueurs-là ont été mis en examen. Je sais que les joueurs montpelliérains n'ont pas le droit de se côtoyer et de côtoyer le club de Montpellier, donc c'est pour ça que ils sont au chômage technique. Paris n'étant pas dans l'affaire, les joueurs auraient le droit de participer. Malgré tout, s'ils sont en contact l'un et l'autre, je crois que ça leur est interdit aussi. Donc, il s'avère aussi que je suis un peu surpris et que je ne comprends pas toutes les décisions qui sont prises. Maintenant, on va voir sur le prochain match, puisque à l'heure actuelle, ni Bojinovic ni Orubia ne sont sélectionnés par leur club. Donc ils sont sanctionnés aussi par rapport à cette affaire. Alors est-ce que dans la durée ça va continuer jusqu'au au moment du procès, mais pour l'instant c'est le cas pour ces deux joueurs-là. Alors Doris sur le chat nous dit pour moi il est complètement faussé quand on voit le match de Ligue des Champions d'hier sans 5 gros joueurs hein, contre Léon qui n'est pas n'importe quelle équipe. Ils n'ont pas été ridicules les Montpelliérains, mais avec les 5, logiquement, c'était dans la poche, hein. Mais je lui ai répondu d'ailleurs sur le chat. Léon était une grosse équipe l'an dernier, mais ils ont eu des gros problèmes financiers, ont perdu tous leurs joueurs à l'intersaison et cette année c'est vraiment pas top comme équipe. Donc Donc à part Huesga qui est encore vraiment un joueur de calibre international, les autres sont bien en dessous de ce niveau de Ligue des Champions et je suis pas sûr qu'ils fassent des étincelles aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. Pourtant, ils ont perdu que 2 buts chez eux contre Hambourg, donc ouais, ils avaient quand même pas trop mal démarré la compétition. Ouais. Malgré tout, mais c'est vrai qu'ils ont été très décimés, ça c'est une réalité. Alors Sketch, c'est le pseudo de Mika hein, qui voulait rester secret, mais il s'est vendu, hein, vous l'avez compris. Une autre petite question, messieurs, est-ce que si cette affaire de paris truqués aurait été révélée l'année dernière, Montpellier aurait peut-être eu plus de chances quand même de s'en sortir, parce que là on a l'impression que en plus de cette affaire-là, il y a quand même Paris Saint-Germain, PSG Hand qui s'impose comme étant le favori. C'était déjà difficile à armes égales, et là on a l'impression quand même que cette affaire vient au mauvais moment pour les Montpelliérains et au bon moment pour Paris, hein.
vient au mauvais moment, surtout pour le handball. Moi, Ouais. franchement, j'avais l'impression que voilà, on allait avoir le plus beau championnat Ouais, ouais. de tous les temps, qui est voilà, jamais en France, le deuxième championnat européen, et ça tombe vraiment mal pour toute la famille du handball et voilà, notre sport qui en prend un coup, alors que là, c'était parti sur des excellentes bases. Oui, mais regarde les audiences. Alors, je sais pas si c'est peut-être dû uniquement au fait handballistique, mais ils ont quand même doublé les audiences sur Canal+, sur le match de PSG Montpellier après cette histoire. Donc, je pense que ça amène aussi des gens qui s'intéressaient pas au handball. Le fait qu'il y ait un peu de polémique, Non, ça tout leur à plaît fait. toujours. Tout à fait, mais au-delà du côté médiatique, je pensais au côté sportif, quoi. Et le championnat Oui, n'a jamais été championnat autant complet, pareil. relevé. Et là, Bien sûr. du coup, ça enlève encore, même si Canaillé a bien laissé entendre que ils avaient demandé certainement une demande exceptionnelle de recruter des joueurs. Après, il va falloir en trouver, il va falloir que l'amalgame se prenne. Après, on ne sait pas si encore Quel les joueur joueurs sera sur le inculpés, marché? mis en examen, vont quitter le club. Enfin, il y a encore beaucoup d'incertitudes, D'interrogation. mais Canaillé s'est laissé le droit de pouvoir recruter et d'amener une équipe compétitive, peut-être déjà dès cette saison. Après, Et, ce et sera sur, toujours compliqué de trouver des joueurs, mais et ça il a sera, tout. voilà, ça sera difficile de trouver des joueurs pendant cette période-là. Messieurs, est-ce que Montpellier va être champion? Ce qu'on Non. peut refaire la première émission. Bah, Nein. effectivement, parce que tout ce qu'on a dit maintenant, bah voilà, c'est faussé, quoi. Donc Ah, ouais, maintenant, la question qu'on peut se... tous nos Non, arguments mais tombent à l'eau. quelque part, ça va peut-être nous faire une fin de championnat épique avec trois ou quatre clubs qui seront encore en lutte pour le titre. Bon, à part si Paris, bien sûr, casse la baraque, comme le faisait Montpellier les autres années, mais ça peut faire une fin de championnat, malheureusement pour Montpellier, mais heureusement pour le suspense, une fin de championnat super intéressante. Ouais, j'ai envie de croire à ça moi aussi, parce que comme je le disais, par contre, j'avais des doutes sur la capacité à Paris à pouvoir avoir ce niveau de jeu tous les week-ends. Donc là, pour l'instant, ils me font complètement tort, puisqu'ils arrivent à jouer de manière assez importante tous les week-ends. Mais peut-être effectivement que la fin de championnat sera peut-être plus équilibrée et avec un suspense encore plus important. Donc encore plus de médiatisation, puisque les médias n'arrêtaient pas de se plaindre que le championnat était plié au bout de Exactement. pratiquement la moitié de la saison. Montpellier était champion, donc en espérant que voilà, ça se nivelle vraiment entre ces équipes et que tout le monde ait sa chance pour remporter le championnat. Alors, Juju Bargette nous dit qu'Anaïe pense pas à recruter, mais pense à sauver le club à l'heure actuelle. Et une question également, parce que... Il a dit qu'il était prêt à recruter. Il allait faire une demande auprès de la Ligue. Et Bernat Sall en a parlé, qu'ils allaient certainement, si les sanctions sont établies, ils allaient certainement leur laisser l'opportunité de recruter. Alors, messieurs, pas mal de questions encore. La première, ça c'est venant de moi. Est-ce que vous croyez que, vu l'effectif actuel de Montpellier, il ne devrait pas mettre de côté la Ligue des Champions pour se concentrer exclusivement sur le championnat? Mika, Ben? Ah ben, moi je crois à l'inverse, moi. Parce que le championnat, ils le gagneront sans doute pas en ayant, si ça continue, si les sanctions se confirment, tout ça, en perdant peut-être encore 3 ou 4 matchs, ils gagneront plus le championnat. Par contre, comme je le disais, la Ligue des Champions, ça se joue en deuxième partie de saison, même si les places de classement en poule sont importantes pour tomber sur des équipes plus abordables en huitième. Si on veut gagner une Ligue des Champions, de toute façon, il faudra battre des grosses équipes. Donc peut-être l'opportunité, au contraire, de ne pas s'essouffler en début de championnat, même si psychologiquement ça doit être très difficile, et être en pleine bourre en deuxième partie de championnat, et pour terminer en beauté en Ligue des Champions. J'aurais effectivement suivi ton raisonnement, mais il est vrai que la poule de Montpellier est vraiment très très relevée. Ouais. Et Je pense qu'il va même ne pas passer. ah bah ouais, là je suis encore en train. Il y a Hambourg. Tchekhov, il y a Flensburg, il y a Hambourg. Là maintenant il va falloir aller gagner à Léon puisqu'ils ont perdu chez eux. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sur le principe, j'ai trouvé ça ouais, peut-être une bonne idée. Mais c'est vrai qu'après, en regardant un peu plus, parce que je me suis attardé un peu sur leur poule,
Et là, je les vois cinquième, et je me dis que ça va être vraiment compliqué quand même de pouvoir même sortir, même si j'espère qu'ils sont encore capables de sortir de cette poule. Mais ça risque d'être compliqué, et donc peut-être du coup être obligé de un peu lâcher cette Coupe d'Europe pour justement essayer de au moins se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine avec le championnat. Alors, Mais que l'année serait belle si on avait un autre champion que Montpellier en championnat de France et que Montpellier arrivait en Final Four. ça serait, Ouais. ça serait exceptionnel, hein. C'est sûr. Surtout que peut-être également, et ça c'est aussi à mettre au conditionnel, mais Montpellier retrouverait peut-être ses suspendus en fin de championnat, hein. On sait pas les sanctions non plus, donc ça Ah, pourrait. mais si c'est juste des sanctions sportives, ils vont les retrouver assez vite. Hein. Ah, pas assez vite, je sais pas, parce que c'est pas rétroactif, et je pense que tous les matchs qu'ils n'ont pas fait là, quand la Oui, oui, mais sanction c'est va être, et ils vont faire une sanction exemplaire, donc ils vont prendre encore 6 matchs, six. je pense. 6. Ouais, mais ils les retrouveront en début de deuxième partie de championnat. Ouais, j'espère que le procès là, il va arriver bientôt, parce qu'on n'a aucune date pour l'instant, donc Sach- tant qu'il est retardé, cette décision finale, ça retarde leur retour aussi, leur probable retour. Donc, Sachant aussi, Ben, qu'il y a, il y a Guigou encore qui est blessé et bon, je te laisse prononcer. Kavicic, mais lui aussi, Voilà, il a été, je sais pas où ça en est, je sais pas si c'est sorti lui, mais il avait été inquiété aussi, non? Je sais pas justement. Donc, Il avait été cité. Alors après, est-ce qu'ils ont rien retenu contre lui? Eh ben, tant mieux. Quand il reviendra de blessure, ça fera un joueur de plus. et Dory qui nous dit je suis supportrice de Montpellier et Patrice Canaillé a bien dit hier en conférence de presse je ne parierai pas sur le fait que Montpellier soit champion. Donc voilà, en plus il fait de l'humour, Ouais, c'est sûr. Jeu de mots. voilà, jeu de mots. Donc autre petite question, les malheurs des uns font le bonheur des autres, j'ai envie de dire, même si je pense pas que ce joueur le prenne comme ça. Il y a quand même un joueur qui brille par sa jeunesse, par son talent, Mathieu Gréby, capitaine de l'équipe de Montpellier, et on a l'impression aussi que les jeunes prennent leurs responsabilités, hein, Mika. Ouais, mais à coup de pas de ma part, hein. En fin de saison dernière, j'avais un peu décrié Mathieu Gréby, même si je trouvais que c'était un bon jeune. Mais c'est vrai que là, et puis même avant, hein, le premier match à Flensburg en Ligue des Champions, je l'ai trouvé impressionnant. Il peut jouer aussi bien à l'aile où il est super efficace, il rate quasiment rien. Et sur la base arrière, on l'a vu contre Toulouse, c'est assez impressionnant. Il a du 1 contre 1, il a du shoot, il lit le jeu correctement. Donc non, c'est peut-être lui qui va sortir grand vainqueur de ses problèmes avec le club de Montpellier, parce que quelque part, il est en train de gagner sa place sur du long terme, et c'est vraiment bien pour lui. Benoît? Non, c'est sûr que ouais, moi je n'en dément pas. J'avais beaucoup d'espoir en lui dès l'année dernière. Et c'est sûr que il prend ses responsabilités. En plus, il a un rôle complètement délicat puisqu'il se retrouve même, il devient même capitaine de cette équipe avec plein de stars à l'intérieur. En plus des responsabilités encore plus grandes, avec un statut à avoir chaque week-end. Voilà, peut-être que ce sera dans la répétition qui sera peut-être en difficulté, mais pour l'instant, il assume bien et son rôle de capitaine et son rôle voilà, de joueur important de cet effectif et buteur, parce que il manque aussi des buteurs, parce que maintenant il n'y a plus Gaïc, il n'y a plus Karabatic pour marquer et Tej pour marquer beaucoup de buts, donc Cambrai se retrouve un peu seul. Et c'est vrai que Mameloun et Metlitic ne sont pas des très grands buteurs, sont très très bons joueurs, mais n'ont pas spécialement la cartouche ouverte, voilà, et doivent prendre un maximum de tirs. Donc à lui de prendre ses responsabilités, et pour l'instant il le fait très bien. Allez, pour clore ce débat, messieurs, dernière petite question à vous deux spécialistes. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire que Chambéry est le plus grand concurrent à Paris? Messieurs, Mika? Oui, 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 oui. Donc Chambéry-Paris, oui, et toujours Dunkerque, hein, Dunkerque à un point. qui je trouve, pour les avoir joués ce week-end, c'est vraiment un ton au-dessus. Même, ben, écoute, j'ai joué Paris et j'ai joué Dunkerque. Franchement,
Dunkerque, au niveau de la défense, au niveau des gabarits en attaque, quand les mecs sont un peu en chauffe, ou Rambo, Bosquet, c'est vraiment, vraiment ça joue bien au handball, ça tire fort. Il y a vraiment un effectif complet et de qualité, et avec Espen Lee Hansen aussi qui est en train de se libérer et qui va devenir un joueur encore plus important dans cet effectif. Je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer. Alors de là à être champion, je parierai pas dessus, mais ils vont sans doute jouer les troubles faits. Donc là, Mika, tu es en train de nous dire que Montpellier, à moins de gagner la Ligue des Champions, pourrait ne pas être européen la saison prochaine, quoi. Est-ce que ça serait un drame financièrement parlant pour De pas Montpellier? être européen, il faudrait qu'il soit cinquième. Mais Bah ouais. non, je sais pas. Il y a encore les coupes aussi pour être européen. Il y a la Coupe de France. Et si Montpellier ne fait pas la Ligue des Champions, ça peut être catastrophique ou pas? C'est non, parce que c'est. Moi, j'ai toujours dit, quitte à ne pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, autant une fois de temps en temps aller gagner le HF. C'est toujours des belles des belles histoires à jouer. Et c'est un trophée, quoi. C'est un trophée européen. Alors maintenant, c'est sûr que ne pas être en Ligue des Champions, c'est dommage, mais pourquoi pas, après une affaire comme ça, voir Montpellier champion d'Europe l'année d'après en EHF avant de repartir en Ligue des Champions. Non, mais c'est vrai qu'en plus au foot, c'est souvent dramatique quand l'équipe ne se qualifie pas en Ligue des Champions parce que ça, il y a des sommes astronomiques Astronomique. quand tu te qualifies, quand tu passes un tour, quand tu passes les poules. Alors là, je m'engage un peu sur un terrain inconnu parce que je connais pas exactement les retombées de la Ligue des Champions au niveau handball. À part la médiatisation et le fait de remplir sa salle avec des grosses affiches, je ne sais pas exactement ce que le club peut toucher, mais on est loin des sommes astronomiques du foot. Donc ce Ça serait peut même pas. coûter de l'argent, je pense, hein. Ouais, voilà, ouais, donc je sais pas. Moi, je dirais, je vais pas m'engager là-dessus parce que je connais pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, par rapport à ça, ce serait pas une catastrophe, voilà, économique pour le club déjà. Après, c'est sûr que c'est un club qui a l'habitude de jouer cette compétition, donc ce serait certainement dommageable peut-être au niveau partenaire et au niveau visibilité, mais je pense pas que ça ait des conséquences catastrophiques au niveau financier proprement dit. Et toi, Benoît, alors, pour clore le débat, j'avais demandé à Mika un peu les rivaux ou le rival de Paris. Ben ouais, moi je suis un peu de son avis aussi. Chambéry, je les vois bien, mais là encore avec l'absence de Bikanic, je les vois pas non plus avec un effectif pléthorique. Là, Nguessan est très sollicité, et donc du coup va peut-être avoir du mal à enchaîner. Et par contre, Dunkerque avec un effectif très très fourni et avec des valeurs et du jeu vraiment très très intéressant, tant défensivement qu'offensivement. Oui, je les vois vraiment très bien figurés dans ce championnat, quitte à les mettre voilà, sur le podium avec Paris et Chambéry et peut-être Montpellier quatrième du coup si l'effectif en reste ainsi. Mais je pense aussi que Montpellier a pas encore dit son dernier mot et qu'il risque de quand même figurer bien dans ce championnat, mais je vois vraiment bien Dunkerque voilà, en haut du classement. Bah voilà, je pense on a été plus ou moins complet. On a essayé de vous éclairer également. Bon, c'était un petit débat assez sympathique hein, pour voir un peu l'avis de chacun et vous aussi, spécialistes et vous, chers auditeurs. On va enchaîner rapidement avant d'accueillir Sébastien Mangin pour tout simplement bah, la Pro D2. Un petit mot quand même sur la Coupe de la Ligue. C'était le premier tour et bah, pas trop de surprises, j'ai envie de dire. Je suis en train de vérifier. Non, Paris Saint-Germain qui s'impose face à Saint-Raphaël 33 à 21. Toulouse-Cesson, victoire de Toulouse, hein. C'est là que Jérôme s'est blessé malheureusement face à Cesson 30 à 28. Aix-en-Provence bah, s'est incliné, mais j'ai vu, c'était un peu l'équipe B, hein, Mika, hein, face à Dunkerque. Alors, on va pas dire Entre l'équipe B guillemets. parce qu'il Entre guillemets. y a que des pros et on est tous susceptibles de jouer, mais il y a surtout on a surtout eu un déplacement horrible entre Ivry et Dunkerque, on n'est pas redescendu. On a mal mangé, il y a eu la moitié de l'équipe qui a eu la gastro, donc on était assez diminué, fatigué physiquement, donc on n'a pas tenu le rythme, mais c'était un bon match de travail. Et puis Nantes-Billière, 31-24 pour Nantes. Pas de surprise, mais par contre, mercredi, il me semble que Benoît, vous déplacez à Célestat.
Exactement, ouais, nous aussi, on a le hasard du calendrier comme Paris et Saint-Raphaël font qu'on joue 2 fois contre Célestat. Et donc, pour essayer de réduire un peu les frais de déplacement, on va jouer mercredi en Coupe de la Ligue et on reste là-bas la semaine. Et on joue le week-end en championnat. Et- Donc, voilà, on va entamer une petite partie de la semaine en Alsace. Donc, C'est Vous vrai n'allez pas jouer en Coupe de la Ligue, vous? non. non, justement, on a décalé notre match en fait à mercredi. Donc en fait, 2 fois Célestat dans la semaine, Benoît. Exactement, mercredi, samedi. Les Il y, hasards il y du... en a vraiment qui n'ont pas de chance. Ouais, j'aurais Passe la préféré semaine aller à Saint-Raphaël. Parisien, il passe la semaine à Saint-Raph, quoi. Exactement, c'est ce que je disais, je sais plus à qui là, que voilà. J'aurais préféré passer la semaine à Saint-Raphaël qu'à Célestat. Les hasards du Même si, calendrier. même si ça doit être très très beau, Célestat en ce moment, mais Voilà. Et, je suis pas sûr. C'est sympa sous la neige, mais sous la pluie, je sais pas. ouais, Juste pour préciser que, comme Mika disait, il y a eu beaucoup de rotations à Aix et ça a été le cas aussi à Ivry, qui s'est incliné à Créteil. Mhm. Et Ivry a pratiquement utilisé le centre de formation. Et j'ai peur qu'on ait pété Simonet aussi. Il est sorti l'épaule Merde. bandée sur notre match. J'ai peur qu'il se soit fait mal à son épaule droite. Ah, mais justement, il a été mis au repos pour ce match-là, étant donné que leur effectif n'est pas déjà très fourni. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu certains résultats qui ont été un peu, pas des surprises, mais voilà, un score aussi large entre Créteil et Ivry, alors que la première journée, Ivry s'était venu s'imposer à Créteil en championnat. c'est Montre qu'il y a eu un peu de turnover de la part des coachs et qui n'ont pas spécialement mis la priorité sur cette compétition. Et Mika, c'est lequel Simonet, qu'on prenne un peu de ses nouvelles quand même. Sébastien, le grand. Sébastien Simonet. Ok, bon, je crois qu'on l'a en contact. On l'a reçu, oui, exactement. Voilà, on l'a en contact. Je me permettrai de prendre de ses nouvelles et je vous en ferai part. Donc 21h22, on va pas tarder à recevoir Sébastien. Le temps pour lui de se mettre en place. On va parler aussi de cette Ligue des Champions. Ça se passe plutôt mal pour Chambéry. Fallait qu'il prenne des points, ça n'a pas été le cas. Que je retrouve mes fiches, voilà. Hop, c'est pas celle-là. Donc, encore une défaite, hein, j'ai envie de dire, Benoît, et ça commence à sentir mauvais pour Chambéry. Ouais, non, alors contrairement à Montpellier, Chambéry avait vraiment un groupe assez ouvert pour bien figurer dans cette compétition. Et pour m'être renseigné un petit peu sur l'équipe qu'ils ont rencontrée, donc c'est Silkeborg, c'est C'est ça. l'ancienne équipe de Audrey Tuzolana, un joueur qui vient de nous rejoindre à Tremblay cette année. Et qui me disait que lui-même était vraiment très surpris de ce résultat parce que Silkeborg a vraiment perdu énormément de joueurs, à une moyenne d'âge très très jeune. Et donc c'est vraiment après, voilà, c'est toujours difficile d'aller jouer à l'extérieur, mais c'est quand même une contre-performance pour Chambéry de ne pas avoir rapporté de points de là-bas pour, dans l'optique de se qualifier et de se qualifier dans les meilleures positions pour cette Ligue des Champions. Alors, défaite de Chambé à domicile contre Skopje, là, défaite à l'extérieur face à Silkeborg. Est-ce que Contre qui avant? C'était contre Skopje, Skopje. Skopje, ouais, bah oui, je le savais, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire vite pour aller hop. C'est pour ça que j'ai Ça- fait aussi, je Ça, savais ça- aussi. Donc... Skopje, voilà. En plus, Rigole, tu peux prononcer la ville avant Silkeborg. Non, mais ça, j'ai pas sur mon ordinateur. C'est donc, Ring, bro. ouais, en plus, je me suis fait avoir la semaine dernière déjà. Donc, Mika, Chambéry, quand même, qui perd des points un peu bêtement et ça peut être préjudiciable pour la suite, tout ça. Ouais, mais Skopje, on sait que cette année, ils ont un gros budget. C'est un club qui va avoir des ambitions. Alors, perdre contre Skopje, c'est peut-être pas très grave. Et perdre à Silkeborg, c'est certes dommage, mais à l'extérieur, on sait que c'est toujours difficile. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment qu'ils s'attellent à gagner tous leurs matchs à domicile et voir après gagner quelques matchs à l'extérieur pour assurer une place plus importante au classement et ne pas se retrouver contre une grosse équipe en huitième de finale, parce que avec la poule qu'ils ont cette année, ils ont vraiment l'occasion de se faire un huitième de finale un peu plus abordable que ça ne l'était l'année dernière.
Et Alors, pourtant, il menait à la mi-temps et Newcastle a été apparemment très bon parce qu'il a 8 buts. Donc, Ouais, non, mais j'ai vu le match, il est à 8 buts, mais il doit être à 8 pertes de balles. Donc, ah, il marquait un but, il perdait un ballon. Il marquait c'est un un but. peu le défaut de ses qualités. Ouais. Voilà, ouais. Donc, Basic se sentait sans doute un petit peu. Parce que N'Guessan commence à être fatigué, j'ai l'impression. Il a été moins tranchant, moins percutant qu'il l'était en début de saison. Newcastle, comme ça, un coup mettre un but de l'espace et derrière faire un marché ou une passe en touche. Et Basic un peu perdu là-dedans, qui essaie de prendre ses responsabilités dans les moments importants, mais ils ont eu quelques difficultés et ces pertes de balles contre les Danois, ça se transforme tout de suite en contre-attaque but, donc c'est là-dessus qu'ils perdent le match. allez, prochain match encore à l'extérieur à Saint-Pétersbourg. Ça va être normalement c'est prenable parce que cette équipe un peu surprise aussi de ce groupe c'est Kitche Kitche voilà je sais pas je pense que c'est comme ça qu'on le prononce qui est Kielce. voilà qui est premier de son groupe et qui avait explosé quand même 35 à 26 Silkeborg hein. Donc on sait pas trop quoi s'attendre face à cette équipe mais Non, mais Kielce, c'est une très bonne équipe qui a toujours, qui figure depuis un certain temps en Ligue des Champions. Donc, Kielce est quand même, je pense, le favori de cette poule. Donc ça va être compliqué pour Chambéry. Il faut aller à tout prix prendre des points à Saint-Pétersbourg. Montpellier, après leur match nul, plutôt, on va dire, convaincant. Hein. On se rappelle un peu des conditions dans lesquelles ils l'ont obtenu à Flensburg, 37-37. Rencontré Léon, ils se sont inclinés vraiment de peu, mais Léon semble quand même avoir perdu un peu de sa superbe avec des problèmes financiers au même titre un peu comparable à Copenhague, donc dommage. Benoît Ouais, ou mais Mika. pour répondre encore à un peu ce qu'il disait sur le chat tout à l'heure, qu'il est quand même troisième, Kielce, pardon. Léon. Léon est toujours troisième en championnat, mais il faut savoir que le championnat espagnol est vraiment en grosse dégringolade. C'est-à-dire que pour avoir vu les budgets, c'est-à-dire ils ont tous, à part Montpellier, à part Barcelone et Atlético Madrid, ils sont tous en dessous 1 million d'euros. Alors qu'en France, pour accéder à la LNH, je crois que c'est 1,4 ou 1,5 million d'euros minimum. D'accord. Donc, pour vous dire un peu le niveau de la Liga espagnole actuelle, alors il y a beaucoup de blacks en Espagne, il me semble. Ils sont beaucoup payés un peu en dessous, par des dessous de table. Mhm. Mais Pas de racisme à l'antenne, hein. Beaucoup de blagues, c'est tendancieux. et donc, oui, tout ça pour dire que cette équipe de Léon, malgré son classement en championnat, a perdu tous ses gros joueurs, à l'image de Antonio Garcia qui est venu à Paris, de Ferrer qui est parti à Atlético Madrid, ou encore leur grand arrière droit gaucher qui est parti, je parle pas de Dipanda, mais ils ont perdu aussi Dipanda qui est parti à Barcelone, donc, et Bayenas, le pivot à Créteil, donc ils ont perdu quasiment tous leurs 7 majeurs. Et les joueurs qui sont là sont des joueurs un peu inconnus, un peu des mercenaires qui arrivent des Balkans. Donc c'est une équipe qui est en construction et qui est encore loin d'être au niveau, je pense, même si tu l'as dit, ils avaient perdu uniquement 2 buts chez eux contre Hambourg. Mais c'est quand même une défaite un peu décevante pour Montpellier qui avait vraiment de quoi les inquiéter, avec Mathieu Gréby qui est en forme, avec encore William Acambré, il faut le rappeler quand même, William Acambré, Mameloun, Metlicic, Malmagro qui commence un peu à rentrer dans sa saison. Donc non, ils sont un déficit d'un pivot sans doute, parce que c'est un jeune joueur qui joue pivot, il est assez bon, mais ça reste un jeune qui a beaucoup à travailler encore. Mais c'est quand même un peu une défaite décevante, je trouve. Alors prochain match, Benoît, pour Montpellier, c'est Hambourg. Est-ce que justement c'est peut-être le moment ou c'est peut-être le match qu'il faut pour que Montpellier tape un grand coup hein. Ah, c'est clair, oui, oui, là, ils ont l'opportunité en plus, ils rejouent à domicile Exactement. et là, maintenant, les points vont commencer à se faire cher et on sait qu'à domicile, il faut être intraitable. Ils ont déjà une erreur face à Léon, à eux de sortir le gros match avec peut-être un peu plus, ils ont peut-être un peu plus travaillé dans la sérénité, parce que, étant donné que l'affaire est un peu retombée, donc ça a peut-être dû apaiser un petit peu tout ce qu'il y avait autour, toutes les sollicitations des médias.
et donc ils ont peut-être pu aussi retravailler avec un nouvel effectif, et donc seront peut-être plus performants et auront à cœur de montrer que Montpellier reste toujours une grande équipe. Et donc ce sera certainement l'occasion pour eux de, quoi, j'espère en tout cas, mais Hambourg est une équipe redoutable, donc ça va être compliqué, mais j'espère que là ils auront le match qui pourra lancer cette nouvelle équipe. Alors justement, Benoît, tu parlais de Hambourg, équipe redoutable. Moscou a fait match nul chez eux, 27-27. Ça, c'est surprenant, non? Tchekhov, Medvedi, là c'est Tchekhov, ouais. l'équipe nationale de Russie, hein. Et il y a un club pratiquement en Russie, et l'entraîneur de Tchekhov c'est aussi l'entraîneur national si je ne me trompe. Et en fait il a récupéré tous les meilleurs joueurs de Russie dans le même club. Et en fait leur objectif c'est pas le championnat parce qu'ils le maîtrisent de bout en bout, mais c'est vraiment de bien figurer en Ligue des Champions. Donc ils ont une très belle équipe. C'est d'ailleurs eux qui avaient sorti Montpellier il y a 2 ans, je crois, au penalty, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Donc non, non, c'est une équipe qui est habituée à ces grands rendez-vous et qui est redoutable au titre, voilà, comme les autres de ce groupe. Donc c'était pour ça que ce groupe est très relevé. Mais peut-être que Hambourg est un peu moins bien que les autres années avec la perte des frères Gilles. Mais je les ai vus jouer il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que c'était peut-être moins léché qu'à une période, mais il y avait toujours autant d'individualité dans ce groupe, et à chaque poste, ils sont capables de faire la différence. Donc, euh, même si pour Hambourg, c'est peut-être une petite contre-performance, Medvedi reste vraiment une très belle équipe. Donc, voilà, c'est peut-être le moment de jouer Hambourg, hein. Je connais pas, peut-être qu'ils ont des absences, ou peut-être qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, Bah, mais on sait quand même que c'est assez redoutable. bah justement, Mika, et d'ailleurs, vous pouvez aussi lâcher vos réactions sur le chat. Est-ce que Montpellier peut taper Hambourg? Moi, avec l'équipe qu'ils ont actuellement, je pense que ça reste assez difficile parce que ils ont des joueurs encore de qualité, mais maintenant ils vont manquer de banc. Donc, sur une heure contre une équipe contre Hambourg qui met du rythme pendant tout le match, ça risque de vraiment être difficile. Bon, on va attendre un peu les réactions du chat. Le temps pour moi de vous donner un peu quelques scores. Il n'y a pas eu de grosse surprise, hein. Barcelone dans le groupe D, me semble-t-il, a battu Berlin 34-23. Minsk, pardon, Zagreb 27-27. Il y a eu quoi d'autre? Kiel s'est largement imposé face à Saveov 43-34. Et puis Madrid s'est imposé à l'extérieur 28-22. Donc pas de grosse Surtout, surprise, j'ai envie de dire, pour l'instant en Ligue des Champions, en espérant que le Montpellier. groupe, je viens de voir juste à l'instant sur Internet que leur arrière droit à Hambourg se refait opérer, donc ça c'est plutôt bon pour Montpellier. Ah, Martin Lileski qui est vraiment un de leurs gros joueurs sur la base arrière. effectivement, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle du côté. On va pas se réjouir du malheur des autres Voilà, quand même. on va dire. Alors, on prend ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut pour cette pauvre équipe de Ah, mais c'est Montpellier. vrai que ça fait partie des joueurs importants, et c'est peut-être une bonne chose, quoi, malgré son indisponibilité de le jouer maintenant pour Montpellier. Voilà, effectivement, j'en profite avant de vous donner un peu de nouvelles aussi du meilleur joueur du mois de septembre. Vous pouvez sous le chat, hein, vous cliquez, vous appuyez et vous votez pour nous, hein, pour Andé, pour RTS, pour nous faire un peu plus connaître. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, etc. N'hésitez pas. Voilà, on est à quelques pas du podium, donc ça finit Ben dans quelques jours, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est le 20 là, donc tous à vos clics, et surtout parlez-en, et on a encore une centaine de voix de retard, donc à vous de jouer aussi, on compte sur vous Voilà. pour nous aider, et on peut voter tous les jours, donc n'hésitez pas, hein, dès que vous avez un moment le matin ou le soir, ou de cliquer, de dire j'aime sur notre page, sur notre site, pardon, et voilà, on aura peut-être l'honneur de pouvoir remporter ce jeu concours qui pourrait nous permettre encore de nous développer, d'avoir encore une meilleure visibilité pour tous les passionnés de handball. Voilà, effectivement, ça prend 5 secondes maximum. Donc oui, on disait qu'on porte chance, hein. Edin Bazic élu meilleur joueur du mois de septembre.
on est pratiquement tous d'accord à l'unanimité pour dire que c'était vraiment le joueur devant Jérôme Fernandez, même s'il a fait un début de saison, comme tu l'as dit, Mika, superbe. Et Vincent Gérard, est-ce que Edin Majic méritait ce trophée? Bah écoute, s'il a été élu, certainement, mais c'est vrai il y avait quand même du monde en concurrence avec lui, notamment Jérôme Fernandez qui fait un très très bon début de championnat. Malgré tout, Edin Basic fait partie pour moi des meilleurs demi-centres de ce championnat. Vraiment, l'année dernière, il a été un moment plus discret et dans la marque, dans le fait de marquer des buts. Mais par contre, très précieux au niveau de l'organisation. Cette année, c'est différent. Dû aux absences, il a vraiment un rôle de buteur qui tient à merveille. Il est capable de tirer les pénaltys et même dans les moments clés, comme on l'a vu récemment contre Nantes, et justement ne pas trembler. Il prend ses responsabilités pour le groupe. Je pense que c'est tout à fait mérité sur l'ensemble de son œuvre. D'accord, Mika? Oui, moi c'est un joueur que j'adore, hein, qui organise parfaitement le jeu, qui en plus de ça est un buteur et qui est beau à voir jouer. Donc il n'y a pas de souci pour moi, il mérite largement ce trophée. Allez, on va tout de suite, juste Ben, à nous rajouter Seb dans la petite conversation pour parler un peu de cette Pro D2 quand même, parce qu'on on voit un peu des choses intéressantes également. Je pense que Sébastien est avec nous. Bonsoir Seb. Bonsoir. Alors merci encore hein, d'être avec nous, c'est un peu le moment que tout le monde attend également sur le chat, parler de Pro D2 hein, qui est assez palpitante et on va commencer quand même par un 5 sur 5, c'est de Massy qui continue hein, son petit bonhomme de chemin et s'impose. Non, qu'est-ce que je dis? C'est Non, Nîmes. Non, non, non. Non, qu'est-ce que je fais? Parfait. Parfait. Voilà. Belle entame. Ça, Alors, tu vas nous relancer la chronique de Sébastien. voilà, donc on recommence, on la refait à zéro. Bah On justement, m'avait pas prévenu alors. On m'avait pas prévenu, je savais pas. justement Seb, pas de 5 sur 5 pour Massy hein, lors du choc. Nîmes s'est imposé 32-30, coup d'arrêt pour Massy et du coup, Nîmes fait un bon coup dans le championnat. Hein. Ouais, effectivement. Bon, on s'attendait à une victoire de Nîmes. Ceci dit, il y avait une petite incertitude parce que Massy fait vraiment un bon début de saison. On peut quand même dire que Massy a tenu le choc. Mais bon, pas assez pour l'emporter. Ils ont fait un bon début de match et Nîmes a une fois de plus prouvé sa maîtrise parce qu'ils ne se sont pas affolés et ils ont construit petit à petit leur victoire. Il paraît que le staff de Massy était un petit peu irrité par la prestation des arbitres à la suite de ce match. Mais bon, ceci dit, je pense que Massy va tout de même pouvoir s'appuyer sur ce match pour continuer d'avancer et tenter de conserver leur troisième place au classement, parce que c'est quand même bien, ils se retrouvent malgré ce défaite troisième, seul troisième. Et Nîmes est leader du championnat de Pro D2 à l'heure actuelle et devance Mulhouse au goal average seulement, mais donc du coup se retrouve en tête avec Mulhouse. Ouais, justement, Mulhouse, voilà, c'est ça, c'est du 5 sur 5, c'est pratiquement sur une victoire de Mulhouse face à Nancy d'un petit but, 21-22. Et du coup, Nîmes et Mulhouse sont seuls en tête et belle perf de Mulhouse aussi. Hein. Ouais, belle perf de Mulhouse qui a été s'imposer à Nancy avec un 6 sur 11 de Boileau, malgré 5 arrêts seulement de Stojinovic. Autant la partie du portier nancéen peut expliquer la stérilité de l'attaque mulhousienne, autant ce sont plutôt les pertes de balles nancéennes qui expliquent les 21 buts des Lorrains. Mais bon, comment passer sous silence cette fin de match si épique? J'essaye de vous résumer ça si vous n'en avez pas déjà entendu parler, parce que ça tourne même un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, sur cette fin de match, match nul avec une dernière possession pour Mulhouse. Chérier, l'arrière droit de Mulhouse qui tire, mais son ballon est contré et le ballon se dirige donc en corner. Et là, le gardien de Nancy à ce moment-là, qui est Andry, veut sauver le corner. Alors on se pose un petit peu la question puisque le temps était pratiquement terminé. Il espérait peut-être pouvoir relancer. Bon, ceci dit, il plonge, tape le ballon et le ballon revient dans les mains de Boileau qui ne s'attendait pas à une telle offrande et qui marque dans le but vide en fait. Et donc, du coup, Nancy perd sur cette action-là. Donc,
c'est assez étrange, mais bon, on peut dire c'est que Boileau, j'ai André envie de est dire. très déçu sur cette fin de match. J'ai envie de faire un jeu de mots, c'est Boileau, j'ai envie de dire. C'est ballot, c'est Ouais, Boileau, c'est pas grave. c'est pas mal. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez la retrouver. On a la vidéo, malheureusement pour le gardien de Nancy, on a la vidéo sur notre page Facebook. Hein. Effectivement, c'est un peu. Peut-être sur le site aussi, parce que moi, je l'ai pas vu. Je vais la mettre sur le site. C'est vrai que c'est un petit but gag hein, quand même. Donc, Ouais, quand même, ouais. et ça, Sacré but de gars, quand voilà, même. et ça coûte un point quand même à Nancy. Donc belle perf de Mulhouse qui se déplace qui se déplace à Panton Combo aussi, hein, qui fait un bon début de championnat. Mais malgré sa défaite face à Dijon, il reste quand même bien placé dans ce championnat. Dijon qui s'impose 27-25. Ouais, effectivement, Dijon qui accroche sa première victoire à l'extérieur. Et Ponto qui, comme tu l'as dit, qui, malgré ce début de saison, n'arrive pas à confirmer. Dans un duel pas très valorisant pour les deux équipes, dans un duel de perte de balles avec 26 pour Ponto et 22 pour Dijon, c'est les Bourguignons qui se sont imposés en faisant un break fatal à peu près un quart d'heure de la fin du match. Ils ont pris 4 buts d'avance et Ponto n'a pas réussi à revenir. Du coup, Dijon passe devant au goal average et se positionne barragiste à la 5e place. Dijon d'ailleurs qui reçoit le bon dernier de la classe, Gonfreville, pour la semaine prochaine. Gonfreville qui s'est incliné face à Besançon 25-27. Difficile hein, pour le promu. Ouais, difficile. Bon, en plus, ce match-là sentait la poudre. Duel de mal classés. Exactement. Besançon qui gagne son premier match en allant gagner chez un des deux promus. Dans un match équilibré, les Bisontins l'emportent dans le Money Time grâce à un pénalty arrêté de Thirion, puis 2 buts de Calandre sur une fin de match qui semblait être offerte à Gonfreville. Gonfreville s'est encore bien battu et avait même le match en main en deuxième période à plusieurs reprises. Mais bon, ceci dit, à l'issue de ce match, il se retrouve bel et bien lanterne rouge et bon dernier de Pro D2. Ouais, bon dernier de Pro D2, la saison va être longue. Chartres, Istres, belle victoire d'Istres 33 à 29 et Belle pareil. victoire, tu veux vraiment l'énerver. Hein. C'est pour un peu embêter Seb. Et dommage pour Chartres hein, quand même, mais Istres se replace aussi un peu au C'est trop championnat. tard. Ouais, non, non, mais c'est vrai que Merde. ce match nous échappe alors qu'en deuxième période, on menait de 3 buts à un moment donné. On aurait pu peut-être le tuer à ce moment-là. Bon, ceci dit, en première période, Bonnefoy nous sort 2-3 ballons aussi qui auraient pu nous permettre de nous détacher. On bascule avec juste un but d'avance à la mi-temps. Un changement de défense qui a été bénéfique pour Istres, où on les a mis à mal sur leur 1-5. Ils sont passés en 0-6. On a eu du mal à trouver les solutions. Puis surtout, on prend 33 buts. Je pense qu'à domicile, 33 buts, c'est difficile de gagner. Et malgré 29 buts, c'est vrai que c'est une défaite. Alors bien sûr, on perd contre un ancien de LNH, mais nous, je vous assure qu'on était parti sur ce match-là en espérant le gagner, parce qu'ils n'ont pas non plus fait des performances extraordinaires depuis le début de saison, et c'est vraiment une grosse déception pour nous. Je pense qu'il faut qu'on se remette un petit peu en question, et notamment dès le week-end prochain, si on veut aller accrocher quelque chose à Nancy. Avant de passer la parole à Ben, à moins que je lui pique peut-être sa question, c'est juste pour savoir, bah, c'était ta rentrée, Seb. Comment ça s'est passé alors j'imagine que ça doit faire plaisir. Ouais, bah, ça fait plaisir, effectivement, le petit rituel d'avant-match, de retrouver le vestiaire, sentir un peu la pression qui monte avant le match, ça m'a manqué. J'étais content de retrouver ça. Je vous avoue que la défaite a un petit peu gâché tout ça, parce que c'est vrai que on est toujours plus content quand on gagne. Après, ceci dit, moi, ça s'est, disons, plutôt bien passé. J'ai pas eu énormément de temps de jeu, ce qui était prévu pour ma reprise. J'ai joué un petit peu en première, un petit peu en deuxième. J'ai eu aucune appréhension au niveau du genou. Maintenant, ceci dit, faut que j'enchaîne un petit peu les matchs pour reprendre du rythme et pour pouvoir m'envoyer un peu plus, parce que j'étais quand même un petit peu sur la retenue, il me semble. Benoît? Alors c'est vrai que tu as pris une partie de ma question, mais vu que j'en avais prévu plusieurs, j'en ai encore quelques-unes. Alors deux, j'ai vu que Sébastien Ostertag n'était pas sur la feuille, donc est-ce que c'est un choix de l'entraîneur ou est-ce que c'est dû en Non, quoi? en fait, à la suite du match à Mulhouse, Sébastien, sur l'entraînement du lundi, a ressenti une douleur à l'autre mollet, Aïe. celui qui n'était pas blessé. Il y a rien de, il y a, le mollet n'est pas déchiré, mais
suite à ces petits épisodes d'accidents musculaires, en accord avec le staff médical, il a décidé d'essayer un peu un nouveau protocole de rééducation, d'essayer un petit peu de lever le pied peut-être sur les séances d'entraînement de la semaine pour arriver plus frais le week-end. Donc du coup, ils n'ont pas voulu tout de suite prendre de risques en le remettant sur le terrain pour le match de Istres. Mais bon, il est pas blessé. Disons qu'on essaye un nouveau système pour voir s'il sera moins souvent gêné par ses problèmes musculaires. Et on s'inquiétait de l'état physique de Bastien Sismondo, le demi-centre de Istres. Est-ce que tu as plus d'infos? Ouais, effectivement. Alors, ça a été un peu compliqué pour Bastien parce que lui, à la suite du match contre Saumur, il était persuadé à 90% que son croisé opéré avait été rompu. Il a passé l'IRM le lundi sur l'analyse qui lui a été faite par l'opérateur, on lui disait qu'il y avait simplement le ménisque qui avait été touché et qu'il devait subir une opération et un arrêt de 6 semaines à peu près, 6 semaines. Et puis finalement, il a vu le chirurgien en fin de semaine qui lui a dit que le ligament, le greffon, avait été tellement distendu que finalement, il fallait qu'il se refasse opérer et qu'il subisse le même temps de rééducation pour la première opération. Donc, Coup dur. un peu des hauts et des bas, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'en profite une fois de plus pour le soutenir dans cette période difficile, et on espère et on n'en doute pas qu'il reviendra à son meilleur niveau à la suite de cette deuxième opération sur le même genou. Effectivement, un coup dur quand même pour cet excellent joueur. Il y a eu quand même une petite surprise dans cette 5e journée. C'est Angers qui s'incline face à Vernon. Assez lourd le score, 36-22. On n'aurait pas parié là-dessus, Seb. Non, effectivement, c'est vraiment la surprise de cette 5e journée. Angers à domicile qui ne met que 22 buts. Vernon qui en met 36. Donc sur un score à la mi-temps 9-17, donc déjà Vernon qui avait fait la différence à la mi-temps. Une grosse partie du gardien de Vernon, Nkwigwa, qui à l'inverse de son homologue Komnenovic, qui lui est passé complètement à travers cette partie. Et ce qui peut expliquer la défaite d'Angers, puisque leur gardien avait fait vraiment un gros début de saison et très honnêtement avait dû leur faire gagner un ou deux matchs à ce moment-là. Une grosse perf de Vernon à l'extérieur et contre une équipe d'Angers au complet pour la première fois pourtant. Alors ils se sont peut-être sentis un petit peu pousser des ailes en étant au complet, mais bon, du coup ils perdent. Signaler quand même sur ce match-là Diarra qui met 7 buts et je ne sais pas si vous connaissez le meilleur buteur de Vernon, peut-être Ben. Non, j'avais prévu le meilleur buteur de Nîmes, mais pas celui de Vernon. Alors le meilleur buteur de Nîmes, je l'ai aussi. C'est Robichon. Robichon Gérard, avec un joli Vernon. 8 sur 9. J'avais tout misé sur Nîmes, moi. Ouais. Gérard à Vernon. Non, Zuzo, 7 buts. Donc, Ah, je fais ouais. une grosse peur sur ce match-là. J'ai même pas eu le Voilà, temps de donc, regarder. Vernon qui s'impose à l'extérieur. Ouais, effectivement, belle victoire. J'ai même pas eu le temps de regarder sur un site internet. J'aurais voulu tricher là-dessus, mais j'ai pas pu. Donc la prochaine fois, j'espère que Sébastien, tu me donneras avant les petits paris comme ça. Il n'y a pas de stats sur le match d'Angers. Je me suis renseigné un peu, mais sur le site d'Andzone, il n'y a pas les stats encore. Ah bah c'est là que j'allais en plus. Bon bah heureusement, je me serais encore C'est planté le seul là-dessus. match pour lequel ils n'y sont pas. Et puis le dernier match de cette 5e journée, c'est Saumur-Valence. Score de parité 33-33. Ça devait être un beau match, mais ça fait pas avancer les deux équipes. Ouais, c'est sûr. Je pense que Saumur doit se mordre un petit peu les doigts quand même. Ils étaient à domicile, ils espéraient une victoire. Je pense que pour Valence, c'est plutôt un bon résultat d'aller prendre un point à l'extérieur. Match nul. Pourtant, Saumur menait de 6 buts à la mi-temps. Donc, ils auraient pu espérer une fin meilleure pour eux. Mais grâce à une supériorité à 6 contre 4 et une bonne entame de seconde période, Valence revient au score à peu près 20 minutes de la fin. Et pendant ces 20 minutes, on a eu droit à un mano à mano entre les deux formations et qui finalement se séparent sur un score de parité. Et pour l'anecdote, c'est Chapuis qui égalise contre son ancien club à 10 secondes de la fin.
Du coup, Valence reste devant ce mur au classement et les Bourguignons sont relégables avec Gonfreville. Voilà, exactement. Les Bourguignons relégables. Nîmes, Mulhouse. Arrête de mal parler des Bourguignons. Il a bien parlé de Dijon quand même, hein. Et Nîmes, Mulhouse, toujours invaincu et seul en tête avec 15 points. La semaine prochaine, Sébastien, il y a un petit Nancy-Chartres quand même à ne pas manquer. Ça va être un déplacement. C'est Compte sûr sur que le dégagement du gardien. Voilà, exactement. Donc, je pense que pour Nancy, c'est surtout d'oublier cette fin de match et de gagner à domicile. Nous, ça serait bien qu'on aille chercher notre première victoire à l'extérieur de la saison. Ça serait une bonne chose, ne serait-ce que déjà pour le moral et puis pour rattraper les points perdus à domicile. Ouais. Déjà, on a un petit Besançon-Angers. Besançon va-t-il enchaîner avec une victoire à domicile après leur première victoire à l'extérieur? Et je pense que Angers auront à cœur de laver l'affront du match contre Vernon. Vernon justement qui reçoit Massy, donc avec pourquoi pas Vernon battre le troisième du championnat, ce qui serait pour eux une performance, même si c'est Massy à l'heure actuelle. Et puis Massy, ils ont un petit défi puisque finalement ce week-end ils ont subi leur première défaite. Vont-ils être capables de rebondir après cette défaite? Ouais, ça va être On la a un question. petit Nîmes-Semur. Je pense, sans trop m'avancer, que Nîmes devrait l'emporter. Et puis Semur, ils n'ont rien à perdre. Aller chercher l'exploit, pourquoi pas à Nîmes. Valence-Istres, c'est souvent un match de Coupe de France que Istres gagne. Avec, Par contre, Valence devra prendre des points contre Istres, même si ça semble compliqué. Et puis Istres va essayer de confirmer sa meilleure forme par rapport au début de saison. Valence Ensuite, avec comment? Valence avec Florent Joly. Effectivement, tout à fait. Mulhouse-Ponto. Donc Mulhouse est toujours co-leader et avec même cette fin de match, on a l'impression qu'ils ont un petit peu la baraque en ce moment, qu'il peut rien leur arriver. Donc ça va être compliqué pour Ponto, je pense, d'aller gagner à Mulhouse. Sur ce match-là, ils ne récupèrent pas encore. C'est le dernier match de suspension que devront purger Jean Zéphirin et Olivier Alfred. Et enfin, Dijon-Gonfreville. Dijon qui est pour l'instant très solide à domicile et s'ils veulent rester dans les places pour les playoffs, devront l'emporter. Et ça semble compliqué quand même pour Gonfreville d'aller l'emporter. Mais bon, s'ils veulent sortir de la zone rouge, il faudra en tous les cas gagner à Dijon. Ouais, C'est peut-être la bonne journée pour Dijon pour se replacer dans le top 3. Là. Je pense qu'effectivement, l'adversaire en tous les cas leur permet et ils reçoivent. Donc ils pourront effectivement se replacer dans le trio de tête. Ouais. Massy se déplace. Donc. Ouais. Effectivement, ça sent bon pour eux. Maintenant, Massy nous ont vraiment surpris depuis le début de saison. Et je les vois bien les gagner à Vernon. Vernon semble un peu irrégulier. On va voir s'il confirme. Alors j'ai une petite question pour toi, Seb, sur le chat. C'est Muriel qui me demande si Marou a joué. Marou. À Valence? Exactement. Oui, il a joué. Ouais. Ouais, il a fait une bonne partie d'ailleurs. D'accord. Donc, si, il a joué. Donc voilà, Muriel, bonne partie de Marou à Valence. Avec un 4 sur 5. En plus, Guillaume Marou. C'est pas le meilleur ailier gauche le meilleur ailier gauche de cette journée, mais quand même. Voilà, le frère d'Olivier qui joue à Chambé. Donc, je pense qu'on a été complet encore une nouvelle fois sur la Pro D2 et sur l'ensemble de l'actualité en balistique de la semaine passée. Donc merci Seb d'avoir été avec nous. Et, Il faut que tu décales ton entraînement par contre pour venir participer avec nous au débat. Ça serait pas mal. Faudrait que je demande à mon entraîneur alors. On va faire à ton entraîneur ou à ton président. Je sais qu'il est assidu à notre émission, donc il faudrait décaler l'entraînement pour que tu puisses être présent un peu plus tôt pour notre débat. Nous donner aussi ton élocution magnifique pendant notre petit débat. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Donc le dis tout de suite. le débat, c'est peut-être plus facile pour nous de reculer. Le débat, Sébastien. Ça va pas non plus. Mais non, quand même. C'était est-ce que le championnat est truqué pardon. Oh là là. Est-ce que le championnat attention le lapsus. Oh là là. On est viré. C'est bon, on est viré. Allez, hop, Merci Dodo. De rien. Est-ce que le championnat est un peu tronqué, faussé suite à l'affaire de ces paris truqués? Donc voilà, c'était un peu la question. Si tu veux nous en dire deux mots, Sébastien. Paris illégaux, arrête avec ces paris truqués. Paris illégaux. Ouais, effectivement. En tous les cas, je pense que Tremblay
auraient leur mot à dire dans cette histoire, parce qu'effectivement, c'est pas la même d'avoir joué Montpellier sur les premières journées et à l'heure actuelle. C'était mes arguments, c'est ça. Ah, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu, j'ai vu d'ailleurs le match Montpellier-Tremblay, et bon, Montpellier était vraiment au-dessus, et comme ils le sont souvent dans ce championnat. Et c'est vrai que ça fausse un petit peu quand même, puisque maintenant les équipes ne vont pas affronter le même adversaire. Donc quelque part c'est faussé, bien sûr. Effectivement. Donc, mais écoute, merci Sébastien. Pourquoi pas essayer d'avoir un joueur de Pro D2. On en a déjà un pour nous parler de la Pro D2, mais un invité, pourquoi pas, d'un joueur de Massy, justement, qui est un peu l'équipe surprise de ce début de championnat. Et puis, on se retrouve tous lundi pour une autre encore excellente émission avec mes spécialistes, hein, Michael Ilès, Benoît Perabou et Sébastien Mangin. Merci, messieurs. On a fait le tour. N'oubliez pas de voter, hein, pour Randé. On est à quelques votes près du podium, donc on compte sur vous, chers auditeurs. Et puis semaine en balistique avec du championnat, de la Ligue des Champions. Donc voilà, que du bonheur pour les amoureux de hand. Merci, passez une bonne soirée. Merci Ben. Et puis bonne chance pour 2 matchs à Célestat. Exactement, merci à tous et au revoir.